Bon, allez, on va monter ça. On va mettre ça là, ouais, c'est bien ça. Nous les connaissons tous, leurs noms, leurs visages, les affaires qui les concernent. Nous avons lu des livres, vu des films, des séries, des documentaires qui retracent leurs histoires. Écouté des podcasts sur eux aussi. Et justement, AHP, en tant que podcast d'élite, ne pouvait pas passer à côté d'eux. Attends, quoi ? Sandy ? Oui. On a un podcast d'élite ? Ah bon ? Ah ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Dans cet épisode, on se frotte donc, enfin surtout Joannick. Putain, elle est chiée, elle. Elle pourrait quand même préciser que au moins elles sont consentantes. Ou mortes. Mais bon, c'est pareil. Mais t'es pas bien, toi, c'est pas pareil. T'es complètement barré. Ah oui, c'est vrai, t'es toujours dans le détail, toi. Bon bref, putain, j'en suis où, là ? À deux célèbres tueurs en série, à un couple, enfin surtout à la madame du couple, moins connue mais tout aussi sympathique. Ted Bundy, Ed Gein et Madame Coche, c'est tout de suite dans Retour à la réalité. Les chatons, c'est à nous. Voilà, une bonne chose de faite. La magie du montage, Sandy. Grâce à ça, personne ne sait ce qui se passe en off. Bah, c'est peut-être mieux comme ça. Bonjour, je ne suis pas princesse Sarah. Bonjour, je ne suis pas le gluon du trou. Bonjour, je ne suis pas Catherine Chancellor. C'est une spéciale dédicace. Mais vous êtes bien sur AHP. C'est pas la bonne porte, on dirait. Vous avez découvert mon petit hobby. Vous fabriquez des meubles. Principalement des lampes. Je fais tous les abat-jours moi-même. C'est vrai. Et quels matériaux vous utilisez ? De la peau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau retour à la réalité. Aujourd'hui, on va traiter le cas Bloody Face. Pour m'accompagner, c'est pas compliqué. L'une est drôle et intelligente et l'autre est intelligente et drôle, ce qui fait de moi quelqu'un de très bien accompagné. Les filles, comment ça va ? Ça va et toi ? Oh, moi, ça va toujours, moi. Ça va toujours. Merci pour les compliments. Ouais. Ouais, c'est C'est sincère. peut-être un peu trop, mais bon. Ah, ta gueule. Ça commence bien. Waouh, Non, c'est il sincère. est déjà violent. Alors aujourd'hui, on va traiter de 3 personnes. 3 personnes pour lesquelles les créateurs donc de H se sont inspirés pour créer le personnage de Bloody Face. Donc nous aurons le droit à Ed Gein, Ted Bundy et Ilse Kor. Ouais, parce que j'ai eu des réflexions comme quoi, ouais, je me faisais pas chier avec les noms allemands. Vous voulez du nom allemand ? Vous allez avoir du nom allemand. Ouais, mais tu t'es fait une petite sélection, quoi. Non, il y a quoi, 2-3 noms, quoi. Oui, enfin, on est quand même d'accord qu'il s'est battu pour avoir le couple nazi à traiter. Ah bah, je me suis pas abonné à Fils de pute magazine pour rien, quoi. Faut bien que je les rentabilise. Waouh. Donc pour commencer, on va traiter de l'homme à la casquette et les chemises de bûcheron. Claire, tu vas nous parler de Ed Gein ? Oui, avec plaisir. Norman Bates, dans Psychose. Leatherface, dans Le Massacre à la tronçonneuse. Buffalo Bill, dans Le Silence des agneaux. Tous ces personnages ont été inspirés de mêmes faits vécus. Des crimes indicibles d'un seul homme. Il s'appelait Ed Gein. Les bons auteurs de fiction pouvaient s'inspirer de Ed Gein pour créer à peu près tous leurs personnages de films d'horreur, parce qu'à lui seul, il en a toutes les caractéristiques. Gein a commis des crimes contre les vivants et contre les morts. Les actes pervers de cet esprit dérangé révèlent à cette société bon enfant le démon qu'elle porte en son sein.
Alors, tout d'abord, j'ai une petite question pour vous. Hmm, Alors, pourquoi Ed Gein garde-t-il toujours le chauffage allumé chez lui? je ne sais pas. Sandy? Je sens la connerie. J'en sais rien. Non, je sais pas. Pour que les meubles n'aient pas la chair de poule. Waouh. Voilà. Alors, pour commencer, Carnet Rose. Georges Philippe et Augusta Wilhelmine Gagne sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit Édouard Théodore Gagne Bolivar, ce 27 août 1906, 69 cm, 2,5 kg à La Crosse, dans le Wisconsin. Son grand frère, Henri, est très content d'avoir un petit frère. Ouais. Alors, j'ai dit Bravo. Voilà, j'ai dit Wisconsin parce que j'ai regardé un reportage en québécois. Québécois. Voilà. Et voilà. Alors, sa petite vie de famille, papa est alcoolique Hmm, et maman est une fanatique pour qui les femmes sont toutes des putes. Je condense. Maman décourage ses fils de tout désir sexuel. On ne sait pas comment et franchement, on veut pas savoir. Hein. En plus, elle est dominatrice. Non, Joannick, tu te calmes, c'est dans le sens où elle impose ses croyances par la force aux 3 mecs de la maison. Waouh. On ose imaginer si elle avait eu des filles, chose que justement elle aurait préférée. Oui, je pense, ouais. Hmm. Alors, passe-temps préféré de Augusta, des suggestions? La prière? Exactement, mais plus précisément, elle prie tous les jours pour que son mari meure. C'est Waouh. c'est hyper chrétien quand même comme truc. Oui, De ouf. une femme comme on les aime. Pendant leur adolescence, Henri et Ed sont privés de tout contact avec les autres jeunes, ce qui donnera un Eddie complètement gaga de sa momie. Voilà. Maman fait vivre la petite famille en tenant une droguerie à La Crosse, mais en 1914, la famille s'installe dans une ferme à Plainfield, alias le trou du cul du Wisconsin. La vie s'écoulera douce, limpide, heureuse, joyeuse et harmonieuse entre maman qui prie pour que papa claque et papa qui claque maman. Carnet blanc. Eh bien, on s'en doute un peu, mais Ed Gein ne s'est jamais marié et n'a, à notre connaissance, eu aucune relation amoureuse. Il semblerait même qu'il soit mort vierge, car malgré les accusations de nécrophilie, il a toujours démenti avoir eu des rapports sexuels avec les corps exhumés. Non, mais ça, c'est parce qu'il avait honte de le dire, mais il a sûrement fourré un corps, au moins. Non? Donc, ça a dû le chatouiller. Une bonne branlette devant un abat-jour. Ah, non. Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais tu as dit quelque chose dans votre précédent épisode résumé qui m'a beaucoup fait rire. Ah, putain. Alors, carnet noir, hein, il faut bien. On dit que les voies du Seigneur sont impénétrables, et pourtant, les prières d'Augusta furent exaucées le 1er avril 1940, quand Georges meurt d'une crise cardiaque. Le 16 mai 44, Henri joue à Jeanne d'Arc et meurt dans un incendie survenu sur la propriété. D'ailleurs, il y aura une légère suspicion sur Ed quant à la mort de son frère, mais sans suite. Certaines personnes déclarèrent que Ed était jaloux de son frère et en plus, il n'aimait pas que ce dernier aille contre le dire de maman. Et puis, c'est le drame. Le 29 septembre 1945, s'il vous plaît, 1 minute de silence pour Augusta qui, après 2 AVC, passe l'arme à gauche, laissant Ed seul au monde dans la ferme de Plainfield. N'empêche qu'il n'y a pas de justice. Hein. J'ai dit 1 minute de silence, putain. Bon, Fashion Week, automne-hiver, by AG. Toute bonne collection de mode commence par la recherche de matières premières. Coton. Pas tellement d'usage dans cet état, le ramassage des petites boules blanches. Non, pas trop, non. Synthétique, bouf. Polyester, on sent le poney. Peau humaine, bingo. Fournisseur, bah, on est encore trop tôt dans l'histoire et pas dans le bon pays, donc on se tourne vers le cimetière de Plainfield. Alors, petit CV de sa profession de tanneur. Sa carrière commence donc en 54. Quand Ed Gein bute Mary Hogan, propriétaire d'une taverne à Pine Grove. Littéralement le bosquet de la tub. Ça m'a fait mon après-midi. Et je savais que ça vous ferait rire. Ah bah, il y avait le mot tub, alors. Mais le 16 novembre 1957, fin de carrière. Une durée de carrière plus courte que tous ces influx voleurs de télé-réalité, alors que lui au moins, il se bougeait le cul et avait un certain talent manuel.
Ouais, et il Quand avait même, pas Booba pour l'arrêter dans ses... Non, à l'époque, Booba n'était encore qu'un petit spermatozoïde. Oh, c'était même pas une lueur dans les yeux de son père, je pense. Non, son père n'était même pas une lueur dans les yeux de son propre père. Voilà. Ce jour-là de novembre, donc, Bernice Warden, elle aussi propriétaire d'un magasin, mais à pleine file, celui-là disparaît. Du coup, avis de recherche, Patrick Sabatier, 1980-1990. Merci. J'ai honte. Donc, dénonciation de Eddie aperçu en train de rôder autour du magasin. Les policiers se rendent donc à la ferme d'Egain et la révélation d'un passe-temps pour le moins incongru. Après, ça dépend des goûts. Ils trouvent entre autres un bol qui se révélera être le haut d'un crâne, des abat-jours, Joannick, Miam miam. un fauteuil, son lit est décoré avec des crânes, des sexes de femmes desséchés dans une boîte à chaussures. Oh. Pourquoi pas? Il n'y a pas de photo de ça. Il y a des reportages où tu vois des trucs quand même. Ouais, parce que c'est vrai qu'on me dit des sexes de femmes desséchés. Mais j'ai du mal à... Parce que moi, en règle générale, tous les sexes de femmes que j'ai vus, ils étaient vivants. Bah, je sais pas, je pense que tu prends une vaginette et tu la laisses au soleil. Est-ce que ça ferait pas une boîte... Enfin, Ah, peut-être. Ah ouais. enfin, je sais pas. Mais non, mais enfin, tu te dis que, enfin, il a dû couper dans le vif. Mais à part les lèvres, il peut pas avoir le conduit, quoi. Non, je sais pas. J'arrive pas à imaginer en fait un vagin en dehors du corps. Ouais, mais on n'arrive pas... Parce que c'est con à dire, mais c'est vrai que si tu coupes un sexe d'homme, tu peux visualiser ce que t'as coupé. Ouais, bien, Exactement. bien. Ouais, je visualise à fond. Non, Là, mais... putain. Non, mais on a tous vu, c'est quoi le film L'Empire des Sens, tu vois. Ouais. Donc on voit ce qu'elle peut couper, mais une femme, enfin, c'est plus difficile. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Bon, on n'aura pas la réponse. Moi, je pense qu'il a récupéré les lèvres, quoi. Tu Ouais, vois, voilà, je pense qu'il a une boîte remplie de lèvres de chatte, quoi. Voilà. C'est la- Et puis 3-4 clitoris pour Voilà. dans un coin, et puis voilà. Pour jouer aux osselets. C'est ça. Alors, une ceinture de femme faite avec des mamelons, des gants, Ça, des c'est draps. classe. Alors Ça, ça, par contre, des draps, Bah, j'arrive pas... de la peau cousue ensemble, en fait. Des morceaux de peau qu'il a cousu. Un patchwork, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais, un plaid. Ouais, du macramé, ouais. Mais non, macramé, c'est des nœuds. Oh, mais qu'il est con. Ah, vas-y, c'est bon, j'y connais rien en truc de fille. Punaise. Macramé, des Ouais. nœuds. Crochet, D'accord. des nœuds. Ah, c'est au crochet le macramé. Je savais pas. Bah, je presque. connaissais que le mot. Oh, t'as voulu sortir ta science et tu t'es planté, quoi. Ouais, carrément. Bon, je peux finir mon inventaire, oui? Oui. Drap et un costume entièrement en peau humaine présentant, attention, des jambières, Mhm. ainsi que de véritables seins et un sexe de femme que Ed avouera aimer porter. Donc là, on est d'accord qu'il porte des lèvres autour de sa bite. Ouais, mais je pense qu'il faisait comme dans le silence des agneaux, quoi. Il la rentrait... Donc, techniquement, il a baisé un cadavre. Bah non. Sauf que Vas-y. bon, tout n'était plus, enfin oui, tout n'était plus accroché au dit corps humain d'origine. Mais je pense que. Ah non, il le portait devant lui comme une culotte. Ah non, moi je pense qu'il avait les lèvres en étui pénien, tu vois. Oh, Ouais, bah je non, pense que puisque ça- le but c'est de cacher sa zigounette. Mais Ouais. comment tu fais pour que ça tienne sur ton corps? Mais tout est cousu en même temps. Donc c'est un Ah. costume, si tu veux, je Ah. pense. Ah Donc ouais. il enfile le costume, mais c'est pas pour autant qu'il a enfilé la chatte. Oh, qu'est-ce que je viens de dire. Bon, on peut quand même dire que cette pièce maîtresse, c'est un peu la robe de mariée du défilé, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, Bah je oui. pense que là, ouais, Oui. on est sur un beau final. Hein. Ouais. Oui. Ah non, il y a mieux. Ah, il y a mieux. Ah bon? Ah oui, ils ont trouvé autre chose. Ah. Un petit détail pas piqué des hannetons, attention, le corps de Bernice Warden, en pilier central, pendu par les pieds à une poutre, décapité, éventré et vidé de ses entrailles, ainsi que la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Waouh. Il avait une certaine vision de la déco quand même. Hein. Ouais, je pense. Et donc, du coup, je vous laisse imaginer le bordel et l'odeur dans la maison. Hein. Une mission pour Daniel et Béatrice. Et bizarrement, j'imagine tellement bien. Moi aussi, ça me rappelle des souvenirs presque.
Ouais, j'imagine un petit peu là. Alors, Édouard est évidemment arrêté sur le champ, hein, il n'y a pas tellement de Bah oui. doute hein, quand même. Mhm. Et son surnom de boucher de Plainfield lui sera attribué quasiment immédiatement. Il avoue donc avoir profané 15 tombes, ainsi que le meurtre de 2 femmes. Par contre, il ne se souvient pas des détails, déclarant avoir été dans un état second lors de ses actes. Bichet. Le comté de Plainfield n'étant pas très riche et un procès entraînant des exhumations dans plusieurs tombes du cimetière pour retrouver toutes les tombes profanées, ça coûte un peu trop cher. Donc du coup, Eddie sera seulement inculpé pour 2 meurtres. Il s'en tire bien le mec quand même. Plutôt, ouais. Bah après, les autres, il les a pas tués, quoi. Ouais. Enfin, c'est quand même grave. Oui, une profanation, c'est quand même assez grave. Oh, ça va. On peut plus s'amuser le samedi soir. Oui, non, mais je suis d'accord. Qui n'a jamais poussé une grand-mère dans les escaliers ou crevé les pneus d'un fauteuil roulant. Mais tout le monde n'a pas le sens de la fête, c'est tout. On est d'accord. Bon, après, c'est les années 50. C'est ça. Un peu vieux jeu. Exactement. Vintage. La justice était vintage. C'est ça, ouais. Le 22 novembre 1957, le premier procès s'ouvre. Gain est déclaré aliéné au moment des crimes. Il ne peut donc pas être jugé de suite et sera donc placé en hôpital psychiatrique. Donc pas de procès, quoi. Il sera jugé 10 ans plus tard, en novembre 68, quand il sera finalement déclaré saint d'esprit. Au bout de 10 ans, quoi. Au bout de 10 ans, le mec, parce qu'il était vieux quand même, quand ils l'ont arrêté, hein, on est d'accord. Hein, 50 piges, quoi, pas loin. Ouais, donc... je suis nul en maths. Non, mais ça, à peu près 50 piges, je pense. C'est-à-dire que 50 ans, le mec, c'était un dingo. 10 ans après, non, il va mieux. Ouais, mais tu vois, c'est Benjamin Button, c'est à l'inverse des gens. Toi, tu deviens sénile, mais lui, non, c'est l'inverse. D'accord, ok. Voilà. Il te faudra qu'une semaine pour boucler le procès, coupable avec préméditation. Bah oui. Tu vois, il était pas saint d'esprit, puis saint d'esprit, et carrément, il a prémédité les trucs. Tu vois. Ouais, il fallait un coupable, quoi. Fallait vraiment. Mais peut-être qu'ils ont fait ça pour éviter de devoir le relâcher. Parce que si tu n'es pas conscient de tes actes, bah tu ne peux pas être jugé. Oui, mais du coup, t'es en HP. Ouais, mais peut-être qu'en HP, tu y es pas. En HP, il va peut-être rester 1 an ou 2, tu vois. Non, mais vous êtes au courant qu'à Briarcliff, on n'en sort jamais? Oui, alors là, ça reste une fiction. Hein, parce qu'il y a un truc comme ça qui existe. Il est fermé de suite. Lors d'un 3e procès, alors on suppose qu'il a fait appel au jugement. Hein. Appel, tout ça. Alors cette fois, il est déclaré non coupable car mentalement irresponsable de ses actes, ce qui fait qu'il n'a jamais été inculpé, en fait. Oh, putain. Bien joué. Bah, c'est ça ce que je disais, c'est qu'ils ont essayé de le faire passer pour non fou pour pouvoir essayer de l'enfermer à vie. Mais comme il a fait appel, il y a eu d'autres procédures pour vérifier son état mental. Et là, ça a été foutu, il n'a pas été inculpé du coup. Alors, rubrique Le Bon Coin. Les objets appartenant à notre petit copain seront mis aux enchères, notamment sa voiture, des instruments de musique et des meubles. Bon, des meubles normaux. Hein. Normaux. Ouais, on est d'accord que évidemment les petits bols et la petite ceinture à tétons qui aurait bien plu à Joannick n'étaient pas à vendre. Hein. Tellement dommage. Ah bah oui. Hein, pour votre anniversaire de rencontre, Sandy, ça aurait été un beau cadeau, non? Ah oui, génial. J'aurais kiffé. J'ai presque envie de chialer, ouais, il faut connaître. Alors, à l'époque, on peut même visiter la maison pour 50 cents. C'est pas cher, c'est donné, franchement. Ah ouais, moi j'aurais largement donné cet argent. Je serais grave allé la visiter, quoi. Alors, la maison sera finalement détruite dans un incendie criminel le 20 mars 1958, au grand soulagement des habitants de Plainfield, qui en avaient un peu beaucoup ras le cul du tourisme morbide qui s'installait dans leur petit patelin normalement tranquillou. Il faut bien avis d'obsèques. Ah. Eh oui. En 78, il est transféré au service de gériatrie de l'hôpital psychiatrique et il y décède en 84. Il a pris le temps quand même. D'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin à l'âge de 77 ans. Ironie du sort, il est enterré au cimetière de Plainfield dans la concession familiale avec papa, maman et grand frère. Et comme les gens sont cons comme des vers à dents, la tombe sera plusieurs fois profanée et du coup, la pierre tombale est transférée en juin 2011 dans un musée.
J'ai pas trop compris pourquoi, mais... Peut-être un musée de tueurs en série ou un truc comme ça. Ouais, tu ça vois. doit être un truc comme ça. Ouais, mais est-ce que tu mets pas plutôt la belle combinaison qu'il avait fabriquée plutôt que sa pierre tombale? Tu prends sur... Bah non, parce que je pense que la combinaison, tout ça, c'est confisqué par la police, donc tu peux pas récupérer ça après. Ah, ça doit puer dans les scellés. Non, mais je pense que ça a été détruit. Hein. Non, mais Ça a ouais, été je pense qu'au bout détruit. d'un moment, ils détruisent les preuves. Ah ouais, mais le temps qu'il l'a détruit, t'imagines? Ouais. Ah bah il oui. a mis 10 ans à être jugé déjà. Donc Oui, déjà, mais tu pouvais pas... ils mettent ça dans un petit sachet zip, tu vois, puis ils rouvrent plus après. Hein. Ah, ils ont peut-être la petite machine spéciale pour fermer hermétiquement les petits papiers plastiques. Ah ouais, j'en avais une, c'était trop bien ça. Mais une fois, je me suis brûlé les doigts. Alors, Et comment t'as fait? bah j'ai mis mes Joannix, doigts à la oui. place de la pochette plastique. Ah mais oui, Et- non mais... Je te franchement, rappelle que ce mec a quand même peur que la Terre tombe. oui. Ouais, bah j'aurai ton bras. Vous ferez moins Ouais. les malines. Eh ouais. T'as entendu parler récemment de la théorie comme quoi la Lune était creuse? Mais je le savais déjà. Ok, je le sais. C'est obligé, hein. Tu veux qu'ils se cachent où, les nazis? Waouh. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et Michael? Mais oui, ça devait schlinguer, ouais, effectivement. Ouais. Mais c'est dingue parce que, tu vois, je voyais ça tellement vieux, Ed Gein, mais je me dis qu'en fait, quand il est mort, on était tous nés. Non, non. Non? Si, je venais de naître Elle venait quand de il est naître. mort. Ah, si, 84, on était tous nés quand il est mort. Alors que pour moi, il était mort bien avant. Enfin, pour Ah moi, ouais, c'était un j'étais- truc qui datait vraiment, début 20e, quoi, tu vois. Donc, Oh, ça va, c'est pas Landru. non, c'est pas l'endroit, Non, non, mais mais c'est vrai que je moi voyais aussi, ça je plus pense. vieux quand même. Parce que Psychose, on est d'accord, c'est années 60. Donc il y a un livre qui est sorti, c'était sur Ed Gein. Ouais, c'était inspiré déjà. Ouais, voilà. Donc franchement, moi aussi dans l'histoire, je pensais que comme ce livre avait été sorti dans ces années-là, je pensais qu'il était mort, voilà, dans les années 60-70, quoi. Ouais, en fait, pour moi, tout ça, ça s'était passé dans les années 30, tu vois. Ah ouais. Ah non, quand même pas, non, ça, non. Et bah, c'est tout pour moi. Bon, alors, ça va être à mon tour. Alors, tu nous as parlé d'un tueur en série. Mhm. Enfin, c'est même pas un Ouais. tueur en série, mais un tueur un petit peu Déviant. déviant avec des petits problèmes. Sandy va nous parler d'un tueur en série. Moi, je vais vous parler d'une arnaque. Ah, t'as du dropshipping à faire? Qu'est-ce que c'est? Ah, encore pire que ça. Je vais vous parler de Ilse Kor. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas qu'est-ce que c'est, mais qui c'est qui? À Augsbourg, un tribunal allemand vient d'ouvrir le 3e procès d'Ilse Koch, femme du chef de camp de Buchenwald. Acquittée par un tribunal SS en 1944 sur accusation de vol, condamnée à 4 ans de prison par un tribunal américain pour crime contre l'humanité, Ilse Koch doit répondre aujourd'hui de l'assassinat de plus de 100 Allemands internés à Buchenwald. On déplore devant les charges qui pèsent sur l'accusé que la nouvelle loi allemande ait supprimé la peine de mort. Pourquoi une arnaque? Parce que donc les scénaristes se sont inspirés d'un couple de nazis allemands et vous allez voir pourquoi j'estime que c'est une arnaque. Donc elle est née le 22 septembre 1906. Donc c'est une balance premier décan à Dresde en Allemagne. Elle a fait une école de commerce et elle est devenue secrétaire sténotypiste. Oh, ça Oui. existe, ça. Oui, donc elle faisait de la sténo, mais elle savait utiliser, tu sais, ces mini machines à écrire là. Ah, ça me fascine, ça. Voilà, bah elle savait. Machine à sténo, quoi. Ouais, mais avant, ils faisaient ça à la main, avant qu'ils inventent les machines. Et c'était une des premières à savoir utiliser ces machines-là, en fait. D'accord. Dans Et les donc- vieux reportages, tu vois le greffier au tribunal qui Mhm. tape sur la petite machine. Bah, Moi, voilà. j'ai un petit peu appris sur ça, hein, en secrétariat. Bah alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur ces touches, Sandy? C'est juste des abréviations. Ah, c'est tout? Oui. Oh putain, tu viens de me casser un mythe. Moi, je pensais qu'il y avait des hiéroglyphes et tout. Tu vois, La c'était un sténo, truc c'est de ça, dingue. c'est des abréviations de tous les mots courants. Putain, non, merde. En 1932, elle devient possédée par le démon nazi, et donc par le parti de tonton Adolphe, et elle se fait embaucher par le parti nazi, elle devient employée sténotypiste. Donc sténotypiste, en fait, c'est de la sténo, mais alors, elle savait utiliser les petites machines. Voilà. Ah,
ça me fascine, ça. On voit ça des fois dans des reportages. On voit le greffier taper sur la petite machine. Ouais. Mhm. Mais Sandy, dis-moi, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette machine? Enfin, tu sais, je me souviens plus de longtemps. T'as l'abréviation de longtemps, par exemple. Bah là, c'est que des trucs comme ça. C'est pour faire des combinaisons ou des abréviations très connues. Oh là là. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de touches. Ouais. Moi, je pensais qu'il y avait des croix, des bâtons, des chats, enfin comme sur les pyramides, tu vois, et que Ouais. en fait tu tapais ça et qu'il y avait que toi qui comprenais ce que t'avais Tu tapé. crois que sur la machine de la dame, là, il y avait des petites croix nazies, du coup? Ah, mais de ouf. Il y avait que Mais ça non. d'ailleurs. En fait, la sténo, tu dois apprendre par cœur toutes les abréviations. Ah, mais j'ai pas fait de sténo, moi. Bah, j'en ai fait un tout petit peu, mais en fait, la prof de secrétariat qu'on avait, qui était hyper à l'ancienne, elle s'est cassée la gueule dans les escaliers. Donc, elle s'est fait une fracture au genou, elle est plus revenue. On a une autre prof, donc on a arrêté ça. Bah vas-y, dis-le maintenant, c'est toi qui l'avais poussé. Non, c'est d'autres élèves, mais pas moi. C'est vrai, merde. Bah, on était en banlieue parisienne. on avait nos amusements. En 1937, en mai, elle épouse le colonel SS Karl Otto Koch. Ils auront... Corps, en breton, c'est merde. Bah, on n'est pas loin, tu vas voir. Alors, ils vont avoir 3 enfants, un garçon, Artwin, et 2 filles, Gisèle et Gudrun. Ah. Alors, on ne se moque pas Gudrun parce qu'elle est morte peu de temps après sa naissance. Mais bon, elle s'appelait Gudrun, donc de toute façon, tout le monde serait foutu de sa gueule, donc c'est peut-être pas plus mal. On peut y aller. Alors, notre petit Carlito, il fait partie des commandants brutaux et efficaces du système nazi. Alors, par efficace, faut comprendre que c'est un bon gros suceur des familles. Hein. Et sucer, ça marche chez les nazis, parce que l'été 38, il est nommé commandant du nouveau camp de Buchenwald. Oui, mais est-ce que Sucé s'est trompé? Chez les nazis? Non. Non. Et alors, à partir de là, alors ça va être un épisode retour à la réalité, avec de la fiction, ou peut-être pas. Ah. Ouais, parce que ce que je vais vous raconter, bah, y a des trucs qui n'ont pas pu être prouvés, en fait. Et d'autres choses, certes, qui sont arrivées, mais il y a quand même beaucoup de choses où on va être dans le mythe et légendes. Mais que les choses soient claires, hein. C'était quand même une bonne salope. Ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ben, sur sa gueule, ça se voit un peu, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, je vais commencer par les choses qui ont été prouvées, qui sont donc véridiques. Alors, la première chose, c'est notre petite famille, donc elle est partie s'installer à Buchenwald. Et pour ça, elle se fait construire une maison qui jouxte le camp. Mais qu'est-ce qui se passe quand on accède à des responsabilités grâce à son talent de suceur et de gorge profonde? Eh ben, en règle générale, on commence à se la raconter, puis on fait de la merde. Non, les filles, par contre, on évite de parler de Marlène Schiappa, ok? Oh, Marlène. Et d'ailleurs, on va en parler de cette petite maison là. Oh, je t'ai dit, on va en parler de Marlène. Non, on parle pas de Marlène. Ah putain, elle m'énerve. Ah, je la supporte pas. Ah, je la supporte pas. On va parler de cette petite maison là qui se sont fait construire. Alors certes, la main d'œuvre était pas chère parce que c'est les prisonniers du camp. Donc Oui. voilà. Oui. Mais il faut quand même savoir que le commandement allemand, ils autorisaient les maisons avec un plafonnement de à peu près 40 000 marks de l'époque. Et là, la leur, elle a été estimée à 500 000 marks. Ah ouais, ça fait beaucoup. Oui, il y a un Voilà. petit souci, ouais. Et puis, ça roulait en BM décapotable. Et ça n'a pas changé. Hein. C'est comme aujourd'hui, ça coûte une blinde. Là, il y a pas de problème là-dessus. Et puis, ça organisait des réceptions de déglingo. Et puis, pour meubler tout ça, eh ben, on va prendre le plus cher. Hein, on va pas aller chez les clodos de la Roche-Beaubois, tu vois. Non. Et puis, heureusement, ce qui sauvait le truc, c'est que madame, donc Ilse, elle avait des plaisirs simples, comme par exemple le cheval. Donc, on va faire construire des écuries, et puis un manège, et puis acheter des chevaux, hein, évidemment. Et puis, pour pas se faire chier le week-end, et puis éventuellement faire profiter le petit personnel, on va faire construire un parc zoologique à côté du camp, avec des cerfs, il y a même des ours. Voilà. Il a fait construire un bordel aussi dans le camp. Mais avec des prostitutes normales ou des prostitutes du camp? Non, je pense que c'était des prostitutes normales. Je pense pas que les nazis avaient envie de baiser des juives. Alors, on était dans un camp avec
manifestement très peu de juifs en fait. Hein. Ah. C'était beaucoup de prisonniers, donc d'homosexuels, des tziganes. Bon, il y avait sûrement d'accord. des juifs, mais c'était essentiellement des rebelles, quoi. Ah, ok. Marginaux. Des marginaux, voilà. Pour revenir sur les animaux du parc zoologique, faut savoir, et ça paraît évident, ils étaient beaucoup mieux traités que les prisonniers. Hein, parce que Mais c'est Karl, il clair. disait, non mais je comprends pas, les animaux, on s'en occupe pas assez bien. Hein. Ah, le mec, il était carré avec ça. Hein. Ça coûte cher, tout ça. Eh Ben, oui. vie. Alors, comment il faisait? Parce que bon, il avait un salaire d'officier, mais ça, c'était cher tout ça. Alors, il avait sa petite combine, des petits trucs et astuces en fait. Il récupérait l'argent que les familles envoyaient aux prisonniers, Oh, l'enfoiré. déjà, et puis il récupérait aussi les biens personnels des prisonniers, bijoux. Ah oui, parce que j'ai pas précisé, mais à la base, le mec, il est comptable. Ah. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il avait des petits tips, tu vois, pour se faire de Oui. l'argent de poche et puis arrondir ses fins de mois. Mais en 1941, bah, la roue tourne, elle a tourné. Et Pépère, il nous chope la syphilis. Ah merde. Ah bah voilà, ce que c'est d'aller voir les prostitutes. Et donc, pour se faire soigner, il va réquisitionner 2 prisonniers parce qu'il va pas aller à l'hôpital militaire, tu vois, il a un peu honte. Donc, bah il oui. chope 2 prisonniers qui étaient sûrement médecins. Et puis il leur dit, tu vas me soigner ma top, quoi. Et là, donc les mecs s'exécutent, ils le soignent. Et il leur dit, vous dites rien, les mecs. Les mecs, ils disent, bah non, on dira rien. Et là, il dit, je vous crois pas. Et donc, il les fait exécuter. Oh l'enfoiré. Sauf que, et là, la guigne, son supérieur à Otto, il a aussi attrapé la syphilis et il s'est fait soigner par ces 2 mêmes mecs. Et là, il trouve ça bizarre quand même que les 2 mecs soient morts. Donc, il décide de faire ouvrir une enquête. Et puis l'autre, il se fait choper comme un connard. Ouais, Et il se fait arrêter. Parce que bon, on peut être nazi et avoir des principes. Et donc il se fait arrêter. Mais là, sûrement, grâce à ses talents de suceur, il y a Himmler qui arrive à étouffer l'histoire et le faire muter dans un autre camp. Alors, on va laisser Karl un petit peu et on va revenir sur ce qui est vraiment le mythe. Alors certes, Madame était nymphomane. Ça, c'est avéré. Et les grands repas qu'ils organisaient finissaient souvent en orgie. Donc, faut peut-être pas s'étonner de savoir d'où vient la syphilis de monsieur. C'est clair. Oui, ouais. Alors, elle aimait aussi prendre des bains de soleil. Et si un prisonnier, la regardait, hein, et elle allait voir son mari, puis elle lui disait, lui, m'a maté, il faut le punir. Voire l'exécuter, pourquoi pas, hein, tant qu'on y est. C'est vraiment une connasse. Maintenant, le mythe. Alors, est-ce qu'elle allait vraiment se promener dans le camp, habillée en officier nazi, sur un cheval pour aller cravacher les prisonniers? Non. Est-ce qu'elle aimait se promener avec des sacs à main en peau humaine? Probablement pas. Est-ce que ses amants officiers SS lui offraient des objets en peau humaine tels que des lampes, des livres reliés ou des tabourets en échange de torrides parties de trous du cul? Ça n'a pas été prouvé. Est-ce qu'elle possédait des estampes avec des estampes de peau humaine avec des tatouages pour décorer sa maison? Oui, mais non. En fait, ces estampes ont bien existé. Donc, il récupérait les peaux des prisonniers tatoués. Mais c'était pour une université, pour une espèce de thèse qui voulait relier le tatouage et la criminalité. Ah merde, je suis mal barré. Donc, c'était pas elle. Par contre, c'était bien une salope sadique et elle a été jugée pour ça. Hein. En 1943, faut savoir qu'elle, en 41, elle est restée, par contre, elle est restée à Purenwald. Je leur balance. Elle est restée là-bas malgré que son mari soit muté dans un autre camp. Hein. Ah d'accord, elle le suit pas. Non, elle le suit pas, elle reste sur place. Mais il y a la maison et le zoo, quoi. Ouais, et on raconte que là, elle est devenue à moitié alcoolo et que là, elle se faisait remplir vraiment par ce qui traînait. Hein. Mais en 1943, donc Karl, là, il est arrêté par le haut commandement SS parce que bon, ils ont continué de fouiller et là, ils ont repéré toutes ces magouilles. Oh putain. Le mec a réussi à choquer les nazis. Oh. Ah ouais, non, mais ils lui ont dit non, mais tout ce que t'as fait, ça ne se fait pas. Ouais, mais ce qu'il avait fait, c'était financier. Je pense que autant tu peux tuer des juifs, autant prendre dans la caisse, non, ça se fait pas. Oui, surtout qu'en plus, c'était pas énormément de juifs.
Donc, non, tu n'as pas volé les. Voilà, en les fait, c'est prisonniers, quoi. surtout D'accord. que pour eux, c'était pas comme ça. Donc, il se fait arrêter, il est condamné à mort, puis exécuté. Oh. Ouais. Donc, c'est son propre camp qui l'a exécuté. Du coup, elle se dit que c'est chaud pour son petit cul. Et donc, elle quitte la Buchenwald et elle part se cacher à la campagne. Mhm. Et à la Libération, elle est arrêtée. En 1947, il y a le fameux procès de Dachau. Oh putain, mais qu'il est chiant avec ces mots. Ah, c'est moins beau en allemand, mais bon, après j'ai des réflexions. Non, non. Et donc et c'est un procès donc qui est fait par les Américains. Et elle est condamnée à perpétuité. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'était surtout un procès médiatique. C'est-à-dire que c'est surtout les journalistes qu'on fait toutes ces histoires de peau humaine, voilà, et qui ont commencé à l'appeler la sorcière ou la chienne de Buchenwald, à faire des trucs, à se dire qu'elle aimait se balader avec des sacs à main en peau humaine, de faire d'elle vraiment quelqu'un comme ça. Au bout d'un moment, même les officiers américains qui ont enquêté, les soldats, ont dit qu'ils avaient été influencés par tout ça, mais que c'était pas prouvé. Effectivement, ils ont trouvé un abat-jour en peau chez elle, et Oui. mais c'était de la peau de chèvre. Ah. Y a rien qui prouve tout ce côté collectionneur et sadique, en fait. D'accord. Donc, sa peine à perpétuité, j'ai pas compris pourquoi, mais a été commuée en peine de 4 ans. Ah, Il n'y a pas de juste milieu. C'est perpète ou 4 ans. Ah ouais, c'est. Ouais. Sauf que les Américains, ils font quand même 4 ans, pas déconner. Et là, les Allemands arrivent et disent non mais donnez-la à nous, on va la juger chez nous. D'accord. Donc elle a rejugé par un tribunal allemand qui veut dénazifier tout. Hein. Eux, ils savent qu'ils ont pris pour perpète, donc ils veulent faire bonne figure. Et donc, il la recondamne à perpétuité. Parce que il se trouve que juste après la guerre, l'Allemagne a aboli la peine de mort. Ok. Donc, sinon, c'était la ça peine tombe de bien. mort pour elle. Mais donc, Elle a eu de la chance quand même. ouais, elle a pris perpète. Et surtout, alors elle a pris perpète pourquoi? C'est parce que son mari étant mort, il pouvait pas juger son mari, donc elle a pris aussi pour lui. Ah bah oui, d'accord. Effectivement, elle a fait perpétuité, mais elle a raccourci sa peine, hein, puisque en 1967, elle s'est suicidée dans sa cellule. comment? Elle s'est pendue. Oh, pas Oui. très original. Non. Mais entre-temps, elle a réussi à avoir un autre enfant en prison. Ah ouais. Ouais, quand même. Il y a Artwin. Artwin, oui, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait, son fils aîné, qui lui s'est suicidé juste après la guerre, en mettant qu'il faisait ça parce qu'il supportait pas ce que ses parents avaient fait. Oh putain, c'est dégueu. Et ouais, mais c'est pas juste. Non. Et donc son fils qu'elle a eu en prison, en fait, il a essayé de la réhabiliter aux yeux des médias. Il a essayé en disant, moi, la femme que vous me décrivez, c'est pas celle que j'allais voir en prison, et voilà. Enfin, c'était plus, je pense, pour lui, pour essayer de se dire, ma mère était pas une pourriture. Je suis d'accord, mais il l'a pas vue en dehors de la prison. Donc oui, là, elle était enfermée, elle pouvait rien faire de toute façon. Mais ouais, mais. Elle peut avoir qu'une belle image de sa mère. C'était sa maman. Oui, je suis d'accord. Voilà. Oh, arrête, putain, si ton père c'est Émile Louis, tu vas pas dire ah oui, mais ça reste mon papa. Non, carrément pas. Bah alors. Pardon, Joanie, qu'est-ce que j'ai touché un point sensible? Tu ne réponds pas. Oh, je suis en train. Waouh. Waouh. Bon. Donc, c'est tout pour moi. Hein. Donc, en fait, sont inspirés aussi de cette femme, mais c'est plutôt une arnaque parce que c'est plutôt un mythe. C'était certes une femme un peu sadique, voire peut-être beaucoup, mais c'était pas non plus cette folle alliée qui collectionnait des objets humains, quoi. D'accord. Donc en fait, c'est léger l'inspiration pour Bloody Face. Disons que il y a, je pense que ils ont pris ça parce que ça ressemble étrangement un peu à Ed Gein. Mais parce que voilà, Ed Gein a fait beaucoup plus, lui. Puis oui, il y a le côté nazi, machin. Oui, il y a le côté nazi. Mal dans le... oh merde, j'ai oublié son nom. Docteur Arden. Au moins, j'ai appris des trucs. Et d'ailleurs, j'en profite.
Donc j'ai lu quelques trucs, mais j'ai surtout regardé la vidéo de Mamie Twink. Donc je vous conseille d'aller regarder les vidéos de Mamie Twink parce que déjà Oui. ils sont tout le temps démonétisés parce qu'ils parlent de Seconde Guerre mondiale, donc forcément de nazis. Et c'est dommage parce que c'est super instructif, c'est bien raconté. Donc j'en profite. Allez regarder les vidéos de Mamie Twink. Oui, d'ailleurs, ils avaient fait une super. J'avais regardé la vidéo sur les enfants des nazis, justement, quand on a fait Mengele. D'accord. Ils parlent des enfants justement, des nazis les plus connus, sur comment tu vis quand tu es le fils ou la fille de. Oh quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Enfin, tu me diras, Mamie Twink, Artwin, lui, il s'est suicidé quand même. Donc. Ouais, le troisième enfant, on sait pas, et puis l'autre, il a essayé de réhabiliter ses parents, sa mère. Quoi. Voilà, ouais, il restait une fille. La fille fait profil bas, je pense. Oui. Et puis de Mamie Twink, essayez de regarder leur urbex à Tchernobyl, hyper intéressant. Ah oui. Grave. Très très bien filmé. Et la très, vidéo très sur le phare hanté du Tefnek aussi, pour faire un petit clin d'œil. Regardez les vidéos de Mamie Twink, ce sera plus simple. Voilà. Bloody Face s'attaquait essentiellement aux femmes. Hein. Oui. Donc, ils se sont aussi inspirés d'un célèbre tueur en série. Là, pour le coup, je pense qu'on peut dire tueur en série. Ah oui, on peut. Ah oui. Et qui s'en prenait essentiellement aux femmes. Oui. Donc, Sandy, est-ce que tu veux bien nous parler de Ted Bundy? Oui. You were not physically abused. You were not sexually abused. You were not emotionally abused. No way. And that's part of the tragedy of this whole situation is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. I'm not saying this was Leave It to Beaver. En fait, Ted Bundy, il est né sous le nom de Theodore Robert Cowell, dans la petite ville de Burlington, dans le Vermont. C'est les chaussettes, ça? Ah oui. Ah oui, c'est ça, oui. Le 24 novembre 1946. Il est le fils d'Eleanor Louise Cowell et écrit sur son acte de naissance Lloyd Marshall, qui sera apparemment vendeur et vétéran de l'armée. Marshall, après, c'est logique. Mais apparemment, plus tard, sa mère lui dira que son père, c'est un marin. Mais apparemment, personne va trouver de traces de ces 2 hommes dans les registres de l'armée. C'était une salope, quoi. Un peu mytho. Ouais, en fait. Salope et mytho. Et il y a des rumeurs qui diraient qu'en fait, cet enfant est né d'un inceste. Ah. Ouais, ou alors c'est l'enfant d'un facteur quelconque. Mais laissez les facteurs tranquilles, merde. Quand il a moins d'1 an, sa mère décide de déménager chez ses parents. Les parents, au début, sont un petit peu réticents parce que elle a un enfant sans mari. Et du coup, les parents décident tu viens chez nous, mais on dit que c'est ton petit frère. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, à la Jack Nicholson, quoi. Ouais. Alors attends, si Ted Bundy c'était le fils d'un inceste, oui, ça peut être son père à elle. Oui, ça serait apparemment, les rumeurs diraient que c'est le père de Léonore, ouais. D'accord. Ok. Donc elle est retournée chez son violeur, quoi. Ouais. Ok. Pourquoi pas après tout. Oui. Oh, tu sais, les années 50. Oui. Vintage. Tu me l'as enlevé de la bouche. Et apparemment, le grand-père de Ted était un homme tyrannique qui détestait les Noirs, les Italiens, les Juifs, les catholiques et qui aimait battre sa femme et son chien. Il adorait aussi sympa, lui. Jeter sa tante dans les escaliers. Attends. La tante de Ted, dans les escaliers. Donc la sœur de sa fille, quoi. Enfin... Oui, sa fille. La fille de... Oui. Oh putain, déjà qu'il a une vie compliquée, le mec. Et en plus, il a des hobbies de con. Donc, sa tante s'appelait Julia. Mais en fait, c'était pas de sa tante.
Ah C'est si. sa cousine. Ouais, mais du coup, Oui, du tu coup, sais c'était pas. sa cousine et pas Mais sa tante. Mais ouais, en fait, tu sais pas trop ce qui est raconté, si c'est l'officiel, l'officieux, tu sais plus Non, quoi. là, c'est Enfin, l'officiel. C'est T'as l'officiel. D'accord. Non, Donc c'est là, sa sœur. Attends, pas sa Donc- tante, c'est sa demi-sœur. non, donc du coup, il a balancé on va dire, la sœur de sa mère. Voilà. Voilà, C'est la sœur de sa mère qui l'aimait bien voilà. balancer. Mais donc officiellement, non, officiellement, Oui. officiellement, c'est la sœur de sa mère. Par Oui. contre, officieusement, du coup, c'est aussi sa sœur. Oui, Voilà, tout Sa va bien. demi-sœur. Tout va bien. tout va bien. On dirait un téléfilm de TF1 l'après-midi. De ouf. Et par contre, la grand-mère était décrite comme une femme timide et dépressive. Et battu. Tu m'étonnes. Et battue. Quand Ted a eu 3 ans, sa tante, cousine, sœur, Julia. le retrouve près de son lit, qui essayait de cacher des couteaux sous son matelas, avec un énorme sourire. Mhm. Jusque-là, tout va bien. L'année suivante, la mère décide de quitter Ce foyer magnifique. ce foyer magnifique pour aller dans l'état de Washington, à Tacoma, Tacoma, ça va. oui, pour vivre chez ses cousins. Oh, arrête. Attends, mais c'était vraiment ses cousins ou c'était... Non, c'était les cousins de la mère. D'accord. Mais elle décide de changer le nom de Ted pour Nelson, pour des raisons inconnues. Oh putain, parce qu'elle trouvait que sa vie n'était pas assez compliquée. Mais son nom ou son prénom? Son prénom. Ah, d'accord. Donc, il s'appelait plus Ted, il s'appelait Nelson. Voilà, il s'appelait Nelson. Comment tu veux qu'il soit Et écrit? la mère, elle aurait aussi changé de nom, mais j'ai pas réussi à trouver le nom. Marlène. Le 19 mai 1951, donc Eleanor décide d'épouser Johnny Culpepper Bundy. Ah. C'était un cuisinier de l'hôpital où elle travaillait. Et Johnny décide d'adopter le petit Ted. Qui est redevenu Ted. Oui. Du coup. Oh Hein putain. Et donc, il s'appellera Ted Bundy. Ah. Bon, là, c'est bon, on l'a. Hein, parce que... Là, c'est bon. Le couple donnera 4 frères et sœurs à Ted. Ils ont pas mal baisé. Qui vont être en fait ses grands-parents. Alors, suivez bien. C'est ça. Et en 1959, Ted a 13 ans. Il apprend par un de ses cousins qu'il est enfant illégitime en lui montrant une copie de son certificat de naissance et il l'appellera bâtard. Cette même année, il va commencer à commettre des cambriolages dans des maisons. Des petits larcins, quoi. Voilà. Apparemment, il va chercher aussi des photos de femmes nues dans les poubelles. Pourquoi? Ah, c'est marrant parce que c'est pas le premier endroit où j'irais pour essayer de trouver des photos de femmes nues, moi. Lui, il s'est dit dans les poubelles, je risque de trouver quelque chose. D'accord. Et c'est là qu'il va commencer à lire des magazines de détectives avec des illustrations de femmes mutilées, des romans policiers. C'est important, la lecture, en même temps. Oui, ouais. Et le soir, il aimait bien sortir pour chercher des fenêtres sans rideaux et observer les femmes qui se déshabillaient. Mais c'est ce que fait Giovanni. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Apparemment, il aimait pas trop se mêler aux autres. Il n'était pas très à l'aise en société. Mais par contre, il aimait bien faire du ski. Ah, lui aussi. Et d'ailleurs, il faisait du ski avec Mengele. Il y a une certaine constante dans les chroniques de Sandy, c'est hallucinant. Mais pour faire cette activité, qui est même, je pense, à l'époque, un petit peu chère, bah, il va voler le matériel et falsifier les billets d'entrée. Donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir pratiquer le ski quelques années. Au printemps 65, il a 18 ans. Donc, son casier judiciaire est effacé. Ah. Mais ouais. Il est diplômé du lycée de Tacoma et poursuit ses petits vols en volant des voitures. Et en même temps, il s'inscrit à l'université avant de rejoindre l'université de Washington pour étudier le chinois. Il va y rester qu'1 an. Il n'y a rien qui va, quoi. Ah ouais, non mais oui.
À 20 ans, il rencontre sa prochaine petite amie, Stephanie Brooks. Il a quelques boulots, il fait du bénévolat au bureau de la campagne présidentielle de Nelson Rockefeller. Oh. Il participe à la convention nationale républicaine à Miami en tant que délégué de Rockefeller. Et sa copine décide de le quitter en le qualifiant d'immature et d'homme manquant d'ambition. Et donc, apparemment, ses parents, eux, étaient partis dans le Colorado. Donc, il est dévasté par ce rejet et décide de leur rendre visite. Donc, ensuite, il va retourner à l'université de Washington. Et là, il va rencontrer Elizabeth Clopper. Ils me font chier avec leur nom de merde. Non, mais j'aime bien parce qu'à chaque fois, t'as les gens qui font du ski et t'as les gens qui ont des noms de merde. Voilà. Qui travaillait à l'université comme secrétaire à l'école de médecine. Mais apparemment, il s'engueulait souvent. Oh. Faut dire, il était un peu immature, Pépère. Et il manquait d'ambition. Ouais. Eh oui. En 1971, il décroche un emploi au centre de crise du suicide de Seattle. SOS Amitié, bonjour. Où il rencontre et travaille avec celle qui fera sa biographie et écrivaine, Anne Rule. Anne Rule à la manœuvre. Oh, j'allais la faire. Qui le décrira à l'époque comme quelqu'un de gentil, soucieux et d'empathique. Mais il paraît qu'il était pas mauvais dans son boulot de SOS Suicide mes couilles. Non, il paraît que non, apparemment il était très gentil, très compatissant, tout ça. En 1972, il obtient son diplôme et se joint à la campagne de réélection du gouverneur Daniel J. Evans. Ah, est-ce qu'il est de la famille de Peter? Peut-être. Une fois élu, Ted fut embauché par le président du parti républicain. Mais à part ça, il n'avait pas d'ambition, quoi. Ouais. Et lors d'un voyage en Californie, il rencontre son ex Brooks, Stephanie Brooks. Et elle est impressionnée par le changement et elle décide de retenter l'aventure. Oh, dis-moi qu'il n'a pas dit oui. Ah, il a dit oui. Et en parallèle, il continuera à sortir avec Elizabeth. Mais aucune des deux ne savait que l'autre existait. Mais brusquement, en 1974, il rompt avec Stéphanie. Ah, bien. Ben ouais, parce qu'en fait, elle est persuadée que s'il a fait ça, c'était parce que il voulait se venger. Bah évidemment, connasse. Pardon. Elle s'est dit, vu que je lui avais fait ça il y a quelques années, il a voulu faire pareil. Il arrête de participer à ses cours de droit et préfère être le directeur adjoint de la commission consultative de la prévention du crime à Seattle. Attends, tu peux la refaire? Et là, elle va te dire, je t'emmerde. C'est mort. J'ai réussi du premier coup, alors c'est mort. Il rédige d'ailleurs une brochure à l'intention des femmes sur la prévention du viol. Ah, le mec est très Ah, grave. Sur la brochure, c'était marqué, mesdames, vu que c'est inévitable, autant prendre du plaisir. C'est ça. Putain, enfoiré. À l'âge de 27 ans, on est en mai 74, et il agresse Johnny Lenz, une danseuse et étudiante, dans l'appartement où elle vit à Seattle. Et on sait pourquoi? Ouais. Parce qu'il avait envie. C'est un bon argument. Non, mais le mec, il fait une brochure. Mesdames, le viol, faites gaffe. Mais justement, ça l'a peut-être donné des idées. Non, mais en fait, il avait, je sais pas, il l'a sûrement vu, il s'est dit, il me la faut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'agresser sexuellement avec un spéculum en métal. Oh. Ah, attends, tu m'intéresses, vas-y. en lui causant d'importantes blessures internes. Suite à cette agression, elle va vivre avec de nombreux problèmes physiques et mentaux et va rester 10 jours dans le coma. J'ai cru qu'elle allait dire elle va vivre avec le spéculum. Non. Putain, le mec, tu lui donnes un petit canard en métal, hein, parce qu'on est d'accord que ça ressemble à un canard. Non. Oui, mais qu'il soit grand ou petit, ça fait mal. Joannick, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Ça fait mais mal. j'en mets, mais ça c'est fait vrai mal, que moi, hein. j'ai pas de vagine. Alors Je veux pas savoir. Non, je t'enverrai des photos, t'as raison. Putain. Non, rien du tout. Non. Parce que même moi, j'ai pas envie de voir ça. Et elle partage ta vie. Voilà. On a trouvé les limites de Sandy.
Ensuite, il s'est dit pourquoi je vais pas enlever et abattre une femme. Donc c'est ce qu'il va faire la même année. Linda Ann Ely. Je m'attendais à un nom de fou. Ah non mais c'est parce que c'est écrit tellement bizarrement, je savais pas comment ça se prononce. J'ai du mal à le sortir. Elle est magique. Ah putain. Ensuite, il y a Suzanne Lane Rancourt qui essaie de demander de l'aide à 2 hommes qui essaient d'échapper à un homme qui était dans une voiture. Voilà. Ensuite, dans l'Oregon, il y a Roberta Cathy Parks qui disparaît. Un lien avec Rosa? Non, rien à voir. Non. Non, parce qu'elle est blanche et les cheveux longs, lisses. Ah. Bah ouais, donc oui, un lien avec Rosa. Ah non. Ah merde. Et ensuite, le 1er juin, Brenda Carol Ball. La sœur de Danny? Je veux dire la sœur de Brandon, mais bon. Non, comme une bolle. Ah, comme Danny Ball. Comme Suzanne. Comme une balle, comme quoi. Suzanne Ball. Balle. Je sais pas comment on dit. Dis Suzanne. Ou Danny. C'est comme tu veux. Sauf qu'elle s'appelle Brenda. Bon, et donc, Suzanne, Danny, Brenda, qu'est-ce que... Elle disparaît après avoir quitté la taverne des flammes. Oh non, mais près de Seattle. t'as traduit, là? Non. T'as pas traduit? Non. C'est la taverne qui s'appelle comme ça. Ouais, et je crois que dans le film qu'on a vu, c'est bien marqué les flammes ou je sais plus quoi au-dessus de la taverne. Et donc en fait la jeune fille a été vue pour la dernière fois sur le parking en train de parler à un homme et 10 jours plus tard on la retrouve en train de marcher dans une ruelle près de la maison de sororité de son université. Donc il l'a pas buté elle. Non, par contre elle sait pas où elle a foutu son spéculoos. Mais pourquoi elle a disparu quoi? Depuis longtemps en plus. Ouais. Oh, je préfère pas savoir ce qu'elle a subi. Ça se trouve, elle était consentante. Hein. Ça se trouve, elle s'est enfuie avec lui. Pour une fois, il y en avait une qui était d'accord. Le lendemain, il y a 3 détectives du service des homicides de Seattle. Cet homme lui avait demandé de l'aide à porter ses affaires dans sa voiture et encore dans une coccinelle marron. Et durant cette période, il travaillait à Olympie, au département des services d'urgence d'une agence du gouvernement impliquée dans la recherche des femmes disparues. Ah putain, mais le mec, c'est une ironie, quoi. Mais non, je pense qu'il était malin. C'est-à-dire qu'il s'est dit, franchement, je vais là où on me soupçonnera le moins et en plus, je serai peut-être au courant de certains trucs, tu vois. Mais presque, on dirait tu vois, il écrit un truc sur le viol, il viole, il travaille dans un truc de disparu. Il fait disparaître. Pareil. Tu vois, c'est le mec, on dirait qu'il est vraiment impliqué dans son boulot, quoi. Ouais, il aurait mieux fait d'écrire un livre de cuisine. Il aurait ouvert un petit resto hyper sympa. Bah non, il aurait cuisiné des humains. Ah ouais. Ah oui, ouais. Et donc c'est là qu'il va rencontrer Carol Ann Boone. C'est la sœur de Danny. Danny. Qui va devenir plus tard sa femme. C'est une mère de 2 enfants et divorcée. En automne 74, Bundy intègre la faculté de droit de l'université de l'Utah. D'accord. Donc le mec, on est d'accord que jusqu'à 65 ans, il avait décidé d'être étudiant, quoi. Mais grave. Mais en plus, il avait un putain de boulot, quoi. Et déménage, laissant Elizabeth pour comme maintenant il est amoureux de Carol. Elizabeth, il en a rien à foutre. Donc en fait, il s'était marié avec la meuf divorcée, mais il sortait toujours avec une autre. Oui. Oh putain, il se bouge pas des pieds, lui. Oh, bon, il était pas à ça près. Hein. Oui, oui. C'est pas son fait d'arme le plus grave. Non. Ted viole et étrangle une autostoppeuse dans l'Idaho, puis il se débarrasse de ses restes dans une rivière voisine. Ouais. Il revient le lendemain pour prendre des photos et démembrer le corps. D'accord. Le nom de la jeune femme demeura inconnu. Le 2 octobre, il va enlever Nancy Wilcott, âgée de 16 ans. Ouais. Il l'entraîne dans une zone boisée. Ouais. Il la viole. Ouais. Et puis après, il va la relâcher. Hein? Et ensuite, il va l'étrangler accidentellement.
Accident. J'ai trébuché sur son cou. C'est ça. Alors qu'il cherchait à la faire taire. Je pense qu'il a voulu la relâcher. Elle a commencé à gueuler. Il s'est dit, oh non, viens ici. Ferme ta gueule. Il prenait des putains de risques quand même, parce que il bute l'autostopieuse. Il revient le lendemain sur les lieux, mine de rien. Il fait ce qu'il a à faire. Après, il kidnappe la jeune fille, là. Il va là pour la relâcher alors qu'elle peut témoigner. Bah, c'est ça. Il prenait des putains de risques. Ouais, mais comme après, je l'ai relâché, si vous voulez. Et puis là, elle s'est jetée accidentellement sur ma corde à piano. Et donc, on va retrouver les restes de Nancy enterrés près d'un parc national du Capitole. Ensuite, le 18 octobre, Melissa Ann Smith, la fille du chef de la police de Mid-Vols, disparaît après avoir quitté une pizzeria. Son corps nu est retrouvé dans la région montagneuse 9 jours plus tard. Oh là. Ah bah là, à mon avis, elle ressemblait à la 4 fromages qu'elle avait mangée. Et après examen médical, ils indiquent qu'elle a dû rester en vie pendant 1 semaine. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Le 31 octobre, Ted lance son dévolu sur Anne Aimée, 17 ans. Donc son corps va être retrouvé nu à 14 km au nord-est du fort, dans le canyon. Tout comme Melissa et Laura, elle a été violée, sodomisée, étranglée avec des bas, avant d'être shampouinée et maquillée. C'est vrai que je m'y attendais pas à celle-là. Mais dans quel ordre? Est-ce qu'il l'a shampouiné avant de l'enculer ou pas? Je demande. Hein. Je sais pas. Le 8 novembre, Carole, 18 ans, qui travaille dans un magasin, est appelée par Ted en se faisant passer pour un agent de police, en lui disant que sa voiture a été forcée sur le parking et qu'il faudrait venir avec lui pour qu'elle porte plainte. Donc la jeune fille va sur le parking, monte dans sa voiture, et là, immédiatement, il va tenter de la menotter. Normal. C'est un agent de sécurité. Hein. Donc elle essaie de se défendre, et elle parvient à ouvrir la porte et à s'enfuir. Oh, le coup de chat. Dans la même soirée, vu qu'il n'a pas pu avoir Carole, il va essayer d'avoir Debra, une étudiante de 17 ans. Les portées disparues. Donc on ne sait pas ce qu'il lui a fait. Mais on ne sait pas ce qu'il lui a fait. En novembre, Elisabeth appelle la police parce qu'elle voit qu'à la télé, il y a beaucoup de femmes qui ont disparu autour de Salt Lake City. Et elle se dit peut-être qu'il y a un lien avec lui. Parce que les gens les témoins disaient qu'il y avait souvent une Volkswagen marron clair. Et elle savait qu'il avait une Volkswagen marron clair. Et Elisabeth, c'est celle qui l'avait larguée comme une sous-merde et que lui l'a relarguée après. D'accord. C'est ça. Elle gardait rancune. Ouais. En janvier 75, après avoir fini ses examens à Seattle, il passe 1 semaine avec Elisabeth, mais elle lui dit pas qu'elle l'a signalé à la police. Elle a peur de s'en prendre une en même temps. Par contre, j'ai une question, parce que tout à l'heure, t'as dit qu'il l'avait jeté. Ouais. Mais il est retourné avec après. Il est retourné avec, et ensuite, il lui dira, en fait, non, je te quitte. Oh putain, c'est les feux de l'amour, quoi. De retour chez lui, il va entamer une nouvelle année avec l'enlèvement d'une infirmière, Karine. Elle a été tuée avec des coupures profondes, sûrement avec un couteau. Retour à la base. Ensuite, le 3 mars de la même année, les crânes de Linda et de Katie ont été retrouvés dans une montagne à Washington, que Ted aimait bien fréquenter. Comme par hasard. Le 15 mars, il enlève une skieuse, Julie. Ah, bah décidément. Le 6 avril, il s'en prend à Denise, 25 ans, près de la frontière entre l'Utah et le Colorado. Ah, il tape dans le plus vieux, là. Ouais, il tape dans ce qu'il trouve. Ah bah oui. Bah apparemment, il trouve beaucoup. Hein. Et elle a été retrouvée... Non, d'abord, ses sandales ont été retrouvées sous le viaduc du chemin de fer. Et le même jour, il va enlever Mélanie. Et son corps va être retrouvé le 23 avril. Le 6 mai, il va attirer Lynette, 12 ans. Il va l'assommer, il l'agresser sexuellement dans sa chambre d'hôtel avant de se débarrasser de son corps en la noyant dans la rivière du nord de la ville. Le 28 juin, il enlève Suzanne. Bah oui. Non, pardon. Elle s'appelle Suzanne Curtis. C'est la fille de Suzanne Boyle et Tony Curtis. Voilà. Le 1er juillet, il va kidnapper Shelley. Duval. Ah pardon, j'arrête pas de te couper, pardon, j'arrête. Le 4, il va kidnapper Nancy. Regarde. Et en août, Bundy, il va se faire baptiser
dans l'église Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Oh. Bah, il s'est dit, bon, c'est vrai que là, bon, j'ai pas la conscience tranquille. Peut-être qu'il va falloir que je fasse amende honorable auprès du grand taulier, tu vois. Donc, La confesse, ça devait être sympa. longue. Le 16 août 1975, Ted est arrêté par un agent de police pour avoir tenté de fuir. Parce qu'en fait, c'était un contrôle de police et lui, il a flippé. Il s'est dit, je continue à rouler. Bah, avec tout ce que j'ai dans le coffre. C'est ça. Et là, bon, qu'il arrive à le rattraper, le policier fouille la voiture. Aïe. Et là, il va trouver un masque de ski, une paire de collants, un pied de biche, des menottes, des sacs poubelles, une bobine de corde, un pic à glace et des outils de cambriolage. Je vois pas en quoi c'est suspect, hein. Base de ski. Oui. Bah, on a tout ça dans le coffre de notre voiture. Enfin. Bah, moi, c'est dans la boîte à gants, après. Bah, voilà. Hein. Et donc, comme Carole, celle qui a réussi à s'enfuir de sa voiture avant qu'elle se fasse menotter, elle avait décrit donc Ted, et donc le flic trouve qu'il ressemble vachement à la description. Ah oui, tu vois, il prenait des risques. Ouais. Donc, il est conduit au poste, et lors de la perquisition de son appartement, il met la main sur un guide de la station de ski, une brochure d'un lycée où des bras a disparu. Mais comme ils n'ont pas assez de preuves suffisantes, ils peuvent pas le garder. Et il fut libéré. Mais la police va mettre en place une surveillance 24 heures sur 24. Et en septembre, Ted vend sa voiture à un ado. Et la police la met en fourrière pour essayer de trouver des indices. Et ils vont trouver des poils de Karine, puis des mèches appartenant à Mélissa et à Carole. Ah, c'est le coup des poils de Karine, moi. J'ai cru que t'allais dire des poils de cul. Et là, maintenant, la police a des preuves suffisantes pour l'accuser d'enlèvement et tentative d'agression. Il peut être libéré sous caution grâce à 15 000 $ payés par ses parents. Évidemment. Enfin, sa sœur. Oui. En attendant que le procès s'ouvre, il va vivre chez Elisabeth. Non mais franchement, mais elle, c'est pas la chip, c'est la plus craquante du paquet. Hein. Non mais quelle conne. Elle est amoureuse? Oui. Mais comme il sait que la police n'a pas toutes les preuves pour le poursuivre, il s'en fait pas. Mais il est quand même mis sous surveillance. Juste avant son procès, il va enlever Debbie dans l'Utah. Putain, il est insatiable, le mec. Et le même mois, le 23, il renonce à ses droits d'avoir un jury afin de s'épargner de la publicité négative qui entoure l'affaire. Le 1er mars, après 4 jours de procès, le juge reconnaît coupable d'enlèvement et de voies de fait sur Carole, donc la meuf qui a réussi à s'échapper de sa voiture. Ted, du coup, est condamné à purger sa peine entre 1 et 15 ans au maximum de prison dans l'état de l'Utah. Entre 1 et 15 ans. Ah, il y a des grosses... Ouais. Le 1er avril, le corps de Debbie est retrouvé près de l'aéroport de Salt Lake City. Et le 30 juin, à 29 ans, Ted est condamné à 15 ans de réclusion. C'est tout? Après, ça dépend des preuves, vraiment. Mais il y a... Des poils! Il y a des poils! Il y a des poils de Karine! Si on devait condamner à perpétuité tous les mecs qui ont des poils de schneck dans leur bagnole, tu m'excuseras, mais... Et en octobre, il est retrouvé caché dans les buissons de la cour de la prison. Attends. Oui. Le mec, c'est son procès. C'est ça? Donc il est au tribunal. Et il va se cacher dans un buisson. Oui, le 30 juin, il a été condamné à 15 ans. Donc là, il est en prison. Donc dans la prison, il était dans un buisson. Bah, dans la cour de la prison. Ah d'accord, pardon. Il a été retrouvé caché dans les buissons de la cour de la prison. Moi, j'ai jamais vu une prison où il y avait des buissons. Enfin, je sais pas vous, mais dans les films, en général, c'est du béton. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, direct, il a envoyé l'isolement. En même temps, le FBI essaye de faire des regroupements des dossiers de certaines disparues. Et les autorités du Colorado vont l'accuser du meurtre de Karine. Et au mois d'avril 77, il est transféré dans la prison du comté de Garfield, dans le Colorado, où il va être jugé pour ce meurtre. Pour l'instant, il a été jugé que pour et séquestration, enfin, de celle qui s'était barrée de sa bagnole. Oui, voilà. Et là, il va être jugé, mais ils avaient déjà trouvé des poils d'une disparue dans sa voiture et ils se sont pas dit, il l'a buté. Non. Ils attendent de retrouver le corps, quoi. Ah, ils se sont surtout dit, elle avait la chatte à l'air dans sa bagnole, c'est tout. On sait pas un poil de poil doux, hein. déjà, ouais, c'est vrai, c'est pas forcément un poil pubien. Hein. Bah non. C'est ça.
Les années 70, et les aisselles, elles étaient pas épilées. Hein. Et donc le 7 juin, il prépare son procès en étudiant à la bibliothèque de droit du Colorado. Et oui, parce qu'il choisit d'être son propre avocat. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Hein. Et pendant cette pause à la bibliothèque, il ouvre la fenêtre et il va sauter du 2e étage. Il va se fouler la cheville, mais ça va pas l'empêcher de courir et de s'enfuir. Il se débarrasse de ses vêtements. Il parvient à déjouer les barrages mis en place et part dans la forêt. Il trouve refuge dans une cabane de chasseurs. Il vole un fusil, de la nourriture, des vêtements. Et le lendemain, il se dirige dans la ville voisine, mais il se perd dans la montagne. Il va errer 2 jours avant de faire irruption dans une caravane placée près d'un lac. Il va voler la nourriture, des vêtements, et il va ensuite se diriger vers le nord. 3 jours plus tard, il va voler une voiture près d'un terrain de golf. Mais comme il a faim et il a mal à la cheville, il va se laisser prendre par 2 policiers. Donc ensuite, il va retourner en prison et apprend par ses conseillers juridiques qu'il n'aurait pas dû s'enfuir. Bravo, bravo. Vous savez que s'évader, c'est interdit par la loi? Ah bon? Non, parce qu'en fait, il y a certaines preuves contre lui étaient jugées irrecevables et qu'il avait de bonnes chances d'être acquitté. Et du coup, au lieu de rester tranquille, il forme un nouveau plan d'évasion et s'enfuit le 30 décembre de la prison en sciant les barres du plafond de la cellule et en perdant 16 kilos pour pouvoir se faufiler dans le vide sanitaire en dessous des douches. Mais cette fois-ci, il a avec lui 500 $ gagnés en 6 mois avec la contrebande. Non, on peut pas lui enlever qu'il avait de la volonté quand même. Il est un peu HPI, quoi. Le mec, il reste pas tranquille, quoi. Il va voler une voiture et puis il va prendre le bus pour Denver avant de partir en avion jusqu'à Chicago. Je peux la faire? Le dernier dinosaure? Oui. Pardon. Son évasion ne sera découverte que le midi 31 décembre, soit 17 heures plus tard. Il faut dire que Bendy avait dissimulé sa présence avec avec des livres, des coussins sous un drap. Non, mais arrête, le mec, il était carré, quoi. Ils sont pas futins, les flics, quand même. J'ai une photo devant moi et franchement, non, on reconnaît pas. Il chute, il dort. Ça fait 17 heures qu'il dort. Ne le réveillez pas. Il est crevé. Il a scié les barreaux, tout le truc. Là, il y a la poussière de l'émail de métal partout. Mais laissez-le dormir, hein. Donc, une fois à Chicago, il va se rendre en train dans le Michigan. Le 7 janvier, il vole une voiture et part pour Atlanta, où il va prendre un nouveau bus en direction, cette fois-ci, de Tallahassee, en Floride. Là-bas, il loue une chambre sous le nom de Chris Hagen. Das. Comment? Das. Das? Hagen Das. Ah, putain! Oh, merde. Oh, ça sent la fin, là. Il reprend alors ses bonnes vieilles habitudes et se met à voler des cartes de crédit dans les portefeuilles des femmes. Pas des hommes. Non. Une semaine après son arrivée, dans la nuit du 14 au 15 janvier 1978, Ted entre par effraction dans une maison de sororité. Ah, ça me rappelle quelqu'un, tiens. Ouais. Sous les coups de 2h45 du matin, il attaque Margaret, 21 ans, avec une bûche de bois, alors qu'elle dormait. Comme une bûche. Tu fais chier. Il pénètre ensuite dans la chambre de Lisa, 20 ans, et la frappe avant de l'agresser et de lui déchirer un mamelon, puis lui mordre la fesse gauche. Mais t'es sûr que t'es pas en train de relire tes notes de spec, là? Parce que ça ressemble vachement, quand même. Hein. Et ensuite, il va l'agresser sexuellement avec un vaporisateur de lac. Oh, le diamètre du truc. Oh, putain. Il avait plus le spéculum, on te dit. Dans la chambre voisine, il va s'attaquer à Cathy. Il lui brise la mâchoire et lui lacère l'épaule. Parce qu'elle dormait toujours, elle, bien sûr. Ouais. Comme une bûche. Il y a aussi Karine qui a eu une commotion cérébrale, une mâchoire brisée, des dents cassées, un doigt écrasé. Et dans cette maison, apparemment, il y avait une trentaine de personnes qui n'ont rien entendu. Oh, sérieux? À 3h du matin, une des résidentes, Nita, rentre d'une soirée et voit que la porte d'entrée est entrouverte. Entend des bruits, elle se cache derrière un mur et aperçoit un homme portant un bonnet sombre,
une matraque s'enfuir. De suite, elle appelle les autorités. Elle va dans les chambres et découvre Karen, le visage couvert de sang. Et en se réveillant, toutes les étudiantes découvrent Cathy, le crâne fracassé. Non, elle est pas morte? Non, juste le crâne fracassé. Mais par contre, Lisa et Margaret sont mortes. Et la trace de morsure sur la fesse de Lisa fut photographiée par les scientifiques et millimétrée. Et quand il quitte l'endroit, il va pénétrer par effraction dans un appartement au sous-sol et s'en prendre à Cheryl, une élève. Il va lui disloquer l'épaule, lui fracturer la mâchoire et le crâne. Et donc, ces blessures vont mettre fin à sa carrière de danseuse. À Ted Bundy? Oui. Mais par contre, apparemment, il aurait aussi juté parce que sous le lit de Cheryl, les flics vont retrouver des traces de sperme. Le 8 février, il aborde une camionnette qu'il a volée. Il va s'arrêter sur un parking et tombe sur Leslie. La chanteuse? Non. La fille du chef des inspecteurs du département de police de Jacksonville. La jeune fille a 14 ans. Elle est sur le point de se laisser entraîner parce que Ted Bundy est déguisé en pompier. Attends, mais... Où il a trouvé un truc de pompier, lui, quoi? Je sais pas. Sérieux? Mais heureusement, il y a son frère qui arrive et Bundy s'en va. Le frère arrive quand même à noter le numéro d'immatriculation de la voiture. Enfin, du véhicule. Du camion de pompier? Ouais. Enfin, du camion, non. De pompier? Je ne sais pas s'il était de pompier. Et de suite, il va en parler à son père. Du coup, le lendemain de son déguisement de pompier, il va enlever Kimberly, 12 ans, et en fait, il va lui couper la gorge avec un couteau et couper tous ses organes génitaux. Ils vont la retrouver partiellement momifiée dans un hangar à cochons. Il y a tout qui est classe dans ce que tu viens de dire. Oui. Momifié, partiellement, hangar, cochon. Voilà. Miroton ou Barjabul? Couteau, organes génitaux, enfin tu vois tout ça, ça donne faim. Peu de temps après, il se fait choper et transféré à Miami pour être jugé. Il y a 250 journalistes venus du monde entier pour assister à ce procès. Oh, tu m'étonnes. En fait, il était plus célèbre pour sa cavale que pour ce qu'il était inculpé pour l'instant. Oui, voilà. Mais là, le 24 juillet 1979, le jury délibère et va le condamner à mort. Et ensuite en 80, il va être une troisième fois condamné à mort par électrocution. C'est marrant ce pays où tu peux être condamné plusieurs fois à mort. On va te tuer, te retuer et peut-être qu'on te retuera après. Et du coup, le 24 janvier 1989, à 7h16, il fut électrocuté sur la chaise à 42 ans. Oh! Si ça, c'est pas une vie bien remplie. Non, mais tu vois, tu disais sur Red Gang, mais pour moi, il était mort dans les années 70. Ah ouais. Et pendant que son corps part dans un corbillard, il y a une vingtaine de gardes qui vont faire la fête pour fêter l'événement. Il n'était pas aimé de ouf. Non. Vous croyez que du coup le corps il est parti en corbillard, mais pour aller dans un autre état, être réélectrocuté? Bah j'espère. Peut-être, ouais. C'est le truc à la fin, c'est un michou, quoi. C'est un sac de charbon en vente devant le supermarché, tu sais, à la période du barbecue. C'est ça. Le charbon Bundy. Eh bah dites-moi, hein, vie bien remplie. Pourtant il était jeune, 42 ans, c'est pas vieux. Hein. Non. C'est pas vieux. Imaginez, il aurait pas été pris, il aurait pu continuer encore pendant longtemps. Ouais, mais il était trop je m'en foutiste en fait. C'est vrai qu'il prenait aucune précaution quand tu regardes bien. Ce qui l'a sauvé, c'est le fait de pouvoir se balader d'état en état. Oui. Sinon, il faisait pas gaffe, quoi. Il en relâchait certaines. Il ratait son coup sur une. Voilà, il avait toujours la même bagnole qui était quand même assez reconnaissable, puisque quand même, c'était pas une voiture américaine. Enfin, c'était un con quand même, hein. Ouais. Ouais, je trouve, ouais. On va revenir avec toi, Claire. Ah bon? Ben oui, parce que dans la culture populaire, est-ce que on nous parle de Ed Gein, par exemple, au niveau musical?
Oui, alors attends. Je récupère le morceau de PQ sur lequel j'ai noté les infos que tu m'as envoyées. Dead Skin Mask de Slayer. Ouais. Alors, cette chanson est inspirée par Ed Gein et fait référence à son habitude de confectionner des masques en peau humaine. How I waited for you to come. I've been here all along. Now that you've arrived, please stay a while. And I promise I won't keep you long. Ed Gein d'un groupe appelé Macabre, donc qui est un groupe de death metal et qui relate les atrocités commises par Ed Gein. Alors de mon côté, bon, Ilse Core, elle n'a pas eu non plus masse de succès. J'ai trouvé un groupe qui s'appelle The Klezmatics. C'est un groupe de yiddish new-yorkais et qui a fait une chanson qui s'appelle Ilse Core. The prisoners walk the ground. The hounds have killed a girl. The guards have shot a man. Et toi, Sandy, est-ce que Ted Bundy a inspiré de nombreux musiciens? Oui, apparemment, un groupe de rock alternatif a fait une chanson sur Ted Bundy qui s'appelle Ted Bundy. Et le groupe s'appelle Theory of the Dead Man. La chanson s'appelle Ted Bundy Song et c'est le groupe Macabre. Ah bah C'est un groupe de métal extrême américain. Par contre, quand Sandy dit métal extrême, oui. C'est métal extrême. C'est même moi qui adore le métal, hein. Vraiment, c'est trop pour moi. Oui, là c'est extrême. Ah ouais, donc genre Rammstein à côté, c'est du pipi. Ah oui, non, mais Rammstein, il y a de la mélodie malgré tout. Là, je ne cherche pas la mélodie, il y en a pas. Et le clip fait penser à un nanar des années 80, 70, 80. Mais qui reprend l'histoire de Bundy, quoi. Oui, qui reprend l'histoire de Bundy. Donc c'est un clip à regarder sans le son. Ouais, voilà. Exactement. Parce que ça t'agresse de ouf. Pour la dernière chanson, la chanson s'appelle Bundy. Le groupe s'appelle Animal Alpha et c'est un groupe de rock lyrique norvégien. Mais c'est pas dégueulasse non plus. Non, c'est plutôt joli, quoi. Oui. C'est plutôt joli, ouais. Claire, retour sur toi. Je suppose que Ed Gein, au niveau film, il y a eu des petits trucs, non? Donc à part Bloody Face dans la saison Asylum d'American Horror Story. On en parle aussi dans South Park, évidemment. Ouais. Hein. Toujours de bon goût. Voilà. Dans Bates Motel, donc, qui est une série adaptée du film Psychose, et ainsi que dans l'épisode 8 de Dahmer, la série controversée sur Netflix. Là. Vous faites chier avec vos controverses. Alors, au ciné, Eddie, il a inspiré donc du coup le personnage de Norman Bates dans Psychose d'Alfred Hitchcock. Alors oui, je sais, à la base, Psychose, c'est un livre, mais j'ai pas le temps de développer. Il a aussi inspiré Tobe Hooper en 74 pour Massacre à la tronçonneuse, évidemment. Oui. Ainsi que le personnage de Jamie Gum dans l'excellent Silence des agneaux de Jonathan Demme en 91. Oui, je sais, c'est aussi à la base un bouquin de Thomas Harris.
Et d'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller la première adaptation de Dragon Rouge, qui est sortie en 86 sous le titre Le Sixième Sens, ou plus connu sous celui de Mindhunter, de Michael Caine. Ah, toutes les versions sont bien. J'ai ma petite préférence pour celle-là parce qu'il y a William Peterson dedans. Ah nous, on aime bien Dragon Rouge. Ouais, j'aime bien Ralph Fiennes. Ouais, aussi, mais... Et après, il y a je crois que c'est la saison 5 d'Hannibal qui reprend en fait tout Dragon Rouge. J'ai lâché Hannibal. Autre chose ? Non, c'est tout. Ok, d'accord, très bien. Alors, pour moi, elle a inspiré de nombreux metteurs en scène de qualité. Hein, voilà. Oui, puisque dans les années 70, en fait, elle représente l'érotisme sadique dans plusieurs films de nazi-exploitation. Ah ! Donc, vous pouvez la retrouver dans Ilsa, la louve des SS. Non. Si, ou même dans Ilsa, gardienne du harem, ou dans Ilsa, la tigresse du goulag, ou même Ilsa, la matonne perverse. Ah, j'avais pas fait le rapprochement. Ouais, moi non plus. Et enfin, en 77, le retour de la vengeance, Elsa Fräulein SS, Ilsa, ultime perversion. Waouh. Et je suppose que tu les as tous regardés pour l'enregistrement. Non. Absolument pas. J'en ai vu un, il y a je sais pas lequel d'ailleurs, j'en ai vu un il y a quelques années, quoi. Dans ma période, je me mate des nanars tout le temps. Mais j'ai pas gardé de souvenirs, quoi. C'est pas censuré ces films-là par hasard? Censuré à quel niveau? Dans le sens nazi. C'est de la nazi-exploitation, quoi, si tu veux. Et c'est en fait, ça part aussi du fait que les journalistes, donc à l'époque, quand elle a été arrêtée, qui voulaient la faire passer pour la sorcière de Buchenwald. Ouais, t'as vu? Ah ouais, non, mais j'ai pas lâché. Il la représentait, en tenue d'officier nazi sur un cheval avec une cravache, quoi. Ah ouais, ah oui, d'accord, ouais. Il y avait carrément un imaginaire collectif à mort sur cette bonne femme complètement. Ah, mais complètement, quoi. Tu vois, on imaginait vraiment qu'elle collectionnait les crânes, les peaux, les trucs. Alors tout ça n'a absolument pas été prouvé, justement. Sandy, oui. Ted Bundy, là par contre. Alors, Ted Bundy, il y a eu pas mal de films. Donc, il y en a eu un en 86 qui s'appelle Au-dessus de tout soupçon, avec Mark Hammond. Mark Hammond. Mark Hammond. Riptide. Oh. NCIS. NCIS aussi après, ouais. Non, mais moi, faut me dire Riptide, NCIS, c'est moderne. Qu'est-ce que tu me parles d'un truc moderne? Ben oui, mais pour les gens qui connaissent pas. Ensuite, en 2002, il y a eu un film qui s'appelle Ted Bundy. Ah. Ça parle de quoi? De qui? Ça reprend l'histoire. Hein. Ensuite, il y a eu en 2003 Stranger Beside Me. C'est un biopic sur le spéculoos. Ah, il l'a violé à coups de spéculoos. Ah, le salaud. Pardon. Et en fait, c'est la journaliste qui enquête sur des crimes non résolus et on se rend compte que c'est Ted Bundy. Ouais, c'est une fiction plutôt que... Oui, c'est entremêlé. Parce que la journaliste, c'est Anne Rule, celle qui a fait sa biographie. Ah oui, d'accord. Et avec qui il avait travaillé. Ouais, donc c'est un biopic bien fictionnel, quoi. Voilà. Ensuite, en 2004, il y a eu Dans la peau d'un tueur. Oh, c'est toujours un peu la même trame, en fait. Là, ça reprend vraiment l'histoire de Bundy. Mais ensuite, il y a eu Bundy, l'esprit du mal, en 2008, avec Corinne Nemec. Oh! Et je l'ai regardé pour la circonstance. Alors, il se trouve que avec Sandy, juste avant, on a regardé un autre film sur Ted Bundy, où je vais avouer, je me suis littéralement fait chier. Okay. Et donc après, en regardant celui avec Corinne Nemec, je me suis dit, il est pas si mal. On est un peu dans le délire de ce qu'il avait fait avec Richard Speck, tu vois, donc du film bas budget. Mais là, c'est plutôt pas mal. Ah ouais. Enfin, ça va, quoi. Franchement, ça va. Et en regardant un peu la biographie de Corinne Nemec, je ne sais plus lequel, mais il joue aussi dans un film où il joue encore un tueur en série. Parce que j'allais demander, je dis, il a fait un... Il en a fait d'autres, je sais plus qui. L'Étrangleur de Boston. Voilà, il avait aussi fait L'Étrangleur de Boston.
Ah bah ouais, il a dû avoir un contrat de 3. Ouais, non mais voilà. Donc autant Richard Speck était vraiment nul, autant Ted Bundy, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Attention, hein, les gars, allez pas le regarder en me disant mais qu'est-ce que tu m'as vendu là. Non, c'est pas ouf, mais franchement ça se regarde quoi. Et c'est assez complet. Après, sur Netflix, il y a l'autoportrait d'un tueur, un documentaire sorti en 2019. Et là, du coup, il y a une section pour Ted Bundy. Ils ont fait des sections pour d'autres tueurs comme John Wayne Gacy. Ensuite, il y a eu un autre film. Alors, je vais pas prononcer le titre parce qu'il est tout en anglais avec des noms imprononçables. Mais c'est avec Zac Efron et qui est sorti en 2019 et c'est un film Netflix aussi. Zac Efron, High School Musical. Ouais. Ok. Et par contre, moi je l'ai vu celui-là aussi. Et il se rapproche pas mal de l'histoire et il fait un Bundy ressemblant. En 2019, il y a aussi Bundy et and the Green River Killer. D'accord, ça un versus. Oui, c'est. Et en fait, c'est un détective qui va consulter Ted Bundy pour appréhender un tueur qui sévit sur la Green River. D'accord, ils ont fait le silence des agneaux, quoi. Ouais, j'étais en train de me dire, j'allais faire comme dans Mindhunter, en fait. Et ensuite, le film qu'on a regardé avec Joe, c'est Ted Bundy, American Boogeyman, qui est sorti en 2021 avec Chad Michael Murray, qui joue dans Les Frères Scott. Et le film est chiant. Ah. Oui, ça fait téléfilm. Mais c'est long, ça fait téléfilm. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai regardé celui avec Corinne Nemec, j'ai dit, celui avec Corinne Nemec est pas si mal en fin de compte, quoi. Mais c'est un film qui est sorti au ciné ou directement VOD? Je pense qu'il est sorti direct ou DVD, celui-là. Franchement. Il fait vraiment téléfilm. Là, par contre, on en a vu un qui est vraiment très, très différent et qui est sorti aussi en 2021. C'est Inside Ted, dans la tête du serial killer. C'est avec Elijah Wood et Robert Patrick. Et celui-là, en fait, c'est très intéressant. Bon, Sandy, autre chose? Non, c'est tout. Non? C'est déjà pas mal. Oui, il y a beaucoup, ouais. Et au niveau littérature, Claire, est-ce que tu as quelque chose? Ben non, parce qu'en fait, les bouquins, comme je disais à Sandy tout à l'heure, les bouquins ont été adaptés. Voilà, donc Psychose, Le Silence des Agneaux, voilà, ou alors tout bon bouquin répertoriant les tueurs en série. Ouais. Alors que moi, par contre, j'ai des livres qui parlent de... Dans les années 50, il y a un roman qui sort qui s'appelle La chienne de Buchenwald. En 56, on a un magazine américain qui s'appelle Mal. Mal comme le mal, Oui. Enfin le mal, le garçon. Ah oui, mais c'est là que Stephen King, il a pas publié des nouvelles là-dedans, hein? Peut-être. Et là, donc, ils ont publié les aventures de la biatch de Buchenwald. Le mix. Dans les fin 50, on a un mensuel qui s'appelle Battlefield, qui publie un récit qui s'appelle La chienne de Buchenwald. Oui, parce que voilà. Et ensuite, dans les années 60, il y a les romans Stalag. Donc c'est de la pornographie grand public, qui s'inspire des récits de Ilse. Et ces romans pornographiques grand public connaissent un très grand succès en Israël. Après, on en voit beaucoup aux puces. Oui, tous ces trucs SAS, Stalag. Ouais. Sandy, il y a eu des romans, quelque chose? Non, moi, c'est que des livres sur les tueurs en série. Surtout, c'est un tueur si charmant, l'ange de la décomposition, un tueur si proche. J'ai quand même une question, justement. Stéphane, il l'a rencontré ou pas? Stéphane a bien fait un livre sur Ted Bundy. J'en étais sûre. Qui s'appelle Ted Bundy. Alors, j'ai rencontré Ted Bundy. Tu parles trop vite, il parle plus lentement. Et il a aussi fait Ted Bundy Journey. Ah il s'est pas fait chier, lui, il a carrément piqué le truc d'un film, lui. C'est ça. Putain, quel... Non. Il n'a pas écrit un livre, Edgen, Le silence des agneaux de Psychose. Bon, mesdemoiselles, est-ce que vous avez des petites recos? Oui. Eh ben, on y va alors. Really?
Who's the little mouse now? Bah Claire, tu vas commencer? Ouais, mais j'ai pas une recommandation, moi j'ai une déclaration. Eh bah déclare-toi. Christophe Ondelat, appelle-moi. Oh. Waouh. C'est con, on a mangé samedi soir ensemble. Merde. Non, en fait, la recommandation, c'est une série de 3 livres de Dan Waddell. Les enquêtes du généalogiste, donc qui sont sortis dans la collection Actes Sud. Donc c'est 3 volumes, donc c'est le code 1879, Depuis le temps de vos pères et La moisson des innocents. Et ensuite on suit les aventures de l'inspecteur Grant Foster, donc qui travaille à Londres et qui se fait aider dans ses enquêtes par le généalogiste Nigel Barnes. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. Parce qu'en fait, les 3 enquêtes font référence à des enquêtes du passé. Donc, il a besoin d'un généalogiste pour remonter la lignée familiale des victimes. D'accord. Pour pouvoir remonter dans le temps et voir qui pourrait être le tueur et pourquoi est-ce que ces personnes sont enlevées ou tuées. D'accord. Je vous en avais déjà parlé, c'est les enquêtes du département V, un petit peu. Voilà, c'est dans le Ah style. oui, D'accord, ouais, donc ça peut être très sympa. Voilà, et en tant que fan de généalogie, je me suis fait prendre au jeu des 3 bouquins en moins d'un mois. Voilà. D'accord. Sandy, Oui. qu'est-ce que tu peux nous proposer de beau? Bah moi, je vais vous recommander un livre que j'ai lu récemment. C'est Mon âme est une porcherie. Ah. Dan Duguel. On peut l'appeler Gudule. Oui. Non, et je déconne pas. Non, c'est ça, c'est son nom. En fait, c'est un roman très court, mais très, très graphique et assez tragique et assez dégoûtant. Sur une petite fille, pas très jolie. Tout ça en même temps. Ouais. Qui tombe amoureux de la peluche, d'un cochon en peluche de sa voisine. Elle va être obsédée par ce cochon. Mais je peux pas vous en dire plus parce que ça gâcherait toute l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse, c'est tragique, c'est dramatique. En même temps, c'est très prenant. C'est intriguant. Non, le résumé est intriguant. Ben, je note parce que... Et en fait, c'est Joanie qui m'en avait parlé. Et en lisant sa publication sur sa page Instagram, les curiosités de Joannick, où il en parle, et il donne son avis, ça m'a donné encore plus envie de le lire. Donc, si vous aimez découvrir de nouvelles choses, surtout des choses pas très connues et très intéressantes, allez sur cette page Instagram, les curiosités de Joannick. C'est fini l'autopromo, les deux, là? Non, mais disons que j'essaie de parler de choses soit pas très connues, soit un peu vieilles, un peu oubliées. Ouais. Je t'emmerde. Ah bah, t'étais ma prochaine publication, Claire. Bon, bah alors, à mon tour, et pour changer, parce que c'est bien beau les bouquins, mais moi je vais vous parler d'un bouquin. Ah merde, mais on s'est même pas concerté. Non. Dans les années, enfin, c'est même pas les années, c'est en 1970, il y a un Français drogué qui est revenu de Katmandou. Mais il est revenu, mais il était à la limite de la mort, en fait. Et quand il est rentré, il s'est sevré, il s'est soigné, et il a décidé d'écrire sa biographie. Et sa biographie s'appelle Flash ou le grand voyage. Et donc, c'est de Charles Duchossois. Pour moi, c'est un bouquin d'utilité publique. C'est-à-dire qu'il faudrait le donner aux ados, mais pas à n'importe quel ado. Faut le donner aux ados qui livrent les livres jusqu'au bout. Vous allez avoir une moitié de bouquin où vous allez avoir l'impression que la drogue, il y a rien de mieux au monde. Le mec raconte son périple qui part de Marseille, il va au Liban, il est allé à Bagdad, à Bombay, pour finir à Katmandou justement, où il a fait une espèce de périple ou de drogue, de tout ce qu'on veut. Et ce mec-là a une vie de dingue. Par contre, l'autre moitié du bouquin, on se rend compte de la déchéance dans laquelle ça l'a emmené, quoi. Le mec a été trafiquant d'armes, il a participé à la récolte
comme ils appelaient ça, du hashish à l'époque. Et pendant un moment, il s'est même retrouvé chirurgien dans un village dans les montagnes, alors que le mec ne connaît rien à la médecine. Il se soignait lui-même. Ce mec est rentré en France à la limite de la mort. Bon, ça a eu des séquelles puisque il a écrit qu'un seul bouquin parce qu'il est mort juste après. Hyper bien. Et franchement, si après avoir lu ça, vous avez envie de vous droguer, c'est que franchement, vous avez un problème, quoi. Vraiment, et le mec explique tout. Il y a certains passages très graphiques, hein, quand même. Il va vous faire voyager, hein. Vous allez partir au Koweït, vous allez partir au Népal. Enfin, ce mec a tout pris, hein, du hashish, du LSD, de l'héroïne. Voilà. Et vous voyez le bonheur que ça peut procurer, mais que vraiment il y a un prix à payer pour ça. Et le prix. Et en quelle année c'est sorti, t'as dit? Ah, le bouquin, il est sorti. Alors, bonne question. Enfin, ça se passe dans les années 70, quoi. Il est rentré en 70, donc ça doit se passer dans les années 60 à peu près. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Ça, c'est passionnant, quoi. Flash ou Le Grand Voyage. Bon, mesdemoiselles, on va se quitter ici. Oui. Quand l'épisode sortira, nous serons au mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est le mois d'Halloween, mais c'est surtout la saison 12 d'American Horror Story et la saison 3 d'American Horror Stories qui sort le 26 octobre. Ah. Oui. Pour les amoureux de H, c'est le meilleur mois de l'année. C'est ça. Oui. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Et puis, on vous fait des bisous. Des bisous. Bisous.